Eh bien, merci Jean-François. Deux remarques préliminaires. D'abord, le plaisir de voir effectivement le président de l'OIO modéré et tempéré par son directeur, ce qui montre le haut niveau de démocratie qui règne dans cette noble institution. Le deuxième, mais il est parti, c'est que vous m'avez rajeuni d'à peu près 30 ans, dans la mesure où on s'est adressé ici à Jean-Marie Bockel en nommant Monsieur le ministre. Moi, j'ai connu Jean-Marie Bockel, jeune élu pour la première fois conseiller général du Haut-Rhin en 1988, je pense, ou 7, ce qui, effectivement, souvenir de jeunesse, fait toujours plaisir. Bon, c'est pas vraiment l'ordre du jour. Ceci dit, j'hésite en fait. J'ai derrière ce slide toute une présentation, bien dans l'ordre de ce que vient de dire Jean-François. Puis je me demande si je dois vous la faire. Alors je me le demande depuis que je suis dans cette pièce, autrement dit, j'ai évidemment pas de plan B. Ceci dit, pourquoi? Mais parce que tout a pratiquement déjà été dit cet après-midi ici. J'ai déjà entendu parler de dire qu'il faut traiter l'eau au niveau des bassins internationaux, il ne faut pas oublier les eaux souterraines, il ne faut pas oublier la connaissance, il ne faut pas oublier les cadres législatifs, etc., etc., etc. Si je reprends mes slides qui sont derrière celui-là, vous allez retrouver à peu près la même chose. Pourquoi vous faire un exposé de plus? Et où est en fait le problème? En bavardant avec Fadi ce matin, puisque tu nous as fait le plaisir de venir au conseil d'administration de l'OIO, tu m'as dit que le problème du journal, il est fondamentalement technique. Ce qui est vrai, ceci dit, il n'est pas quand même que technique. Et peut-être que l'on a un souci, pas uniquement sur le cas du journal, mais d'une façon générale, dans les zones un peu conflictuelles, ou très conflictuelles, c'est qu'ici, on prêche que des convaincus. On tient un discours qui, dans cette salle, n'a pas d'ennemis, n'a pas d'adversaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici qui pensent que ce n'est pas par la négociation ou en mettant tout le monde autour d'une table et en discutant qu'on finira par avancer. Et pourtant, on n'avance pas vite. Red Dead, ça a 12 ans. Il y a d'autres affaires beaucoup plus anciennes. Et ce n'est pas uniquement pour une raison soit technique, soit de finance. Il y a quelque chose. Donc, quel est le problème? C'est qu'on travaille aussi avec des hommes, je crois, plus qu'avec des textes ou avec de la technique. Et là, comment faire? Prêcher ici et vous dérouler mes slides ne vous apportera que peu de choses finalement. Et donc, ce sera N+1 à des gens qui croient déjà ce que je pourrais leur dire. Je crois que le vrai sujet, le plus, c'est peut-être qu'il faut aller prêcher des non-convaincus. Ça ne se fait pas au Sénat, même si c'est une excellente maison. Ça se fait sur place, avec du temps, avec de la passion, en allant voir des interlocuteurs qui, au départ, ne vous croient pas forcément, en leur montrant que c'est la seule voie possible que de discuter et que cela leur apportera quelque chose. Alors, je ne parlerai plus de prêche en présence de Monseigneur. Et donc, en leur apporter effectivement un atout. Un exemple que Jean-François n'a pas cité et qui se déroule bien loin du journal, c'est la Chine. Nous avons un contrat à l'OIO avec la Chine sur la gestion par bassin de la province de Pékin. Quand on a débarqué là-bas, on a constaté avec intérêt que ça fonctionnait chacun dans son secteur. Ceux qui s'occupaient des rives du lac ne s'occupaient pas du contenu du lac. Ceux qui s'occupaient du contenu du lac ne s'occupaient pas du fleuve qui remplissait le lac, etc. Leur dire, voilà, c'est en vous réunissant tous que vous arriverez peut-être à avancer. Ça nous a pris combien, 5 ans? Ouais. À peu près. On finit par y arriver. Donc, la solution ou le progrès éventuel possible, je dirais qu'il est dans la persévérance. Il ne faut pas se lasser. J'ai l'habitude de dire qu'on enfonce des clous dans les planches très dures. Vous prenez une planche extrêmement dure, un clou et un marteau, puis vous tapez, vous faites pan. Et il se passe, en première approximation, rien. Alors vous recommencez, vous refaites pan. Il ne se passe toujours rien. Quand vous avez fait pan un certain nombre de fois, si vous ne vous êtes pas trop tapé sur les doigts et si vous n'avez pas entendu le clou, il finit quand même par rentrer un peu. Et donc, on
petit à petit, on progresse. Ça demande de la persévérance, j'oserais presque dire de l'abnégation. Il faut y croire et il faut y aller. J'ai un ami que vous connaissez sans doute beaucoup, que vous êtes nombreux sans doute à connaître ici, qui s'appelle Lucien Chabasson, qui a été longtemps secrétaire du plan d'action pour la Méditerranée, qui connaissait donc bien, lui aussi, tout le bassin, et qui disait « On ne fera peut-être pas la guerre pour l'eau, mais je sais qu'on ne fera pas la paix sans l'eau. » Et je suis assez convaincu qu'il a raison. Donc maintenant, si vous voulez voir 15 slides qui présentent sous une forme un peu différente ce que d'autres vous ont déjà dit, ma foi, je suis à votre disposition, mais Jean-François vient de me dire que j'avais fini, et donc le président s'incline devant le directeur. Ceci dit, on a écrit tout ça, notamment sous forme de guide, qui présente des exemples et la façon de s'en sortir. Celui-là, c'est celui sur la gestion des eaux transfrontalières, sorti pour le Forum mondial de l'eau de Marseille en 2012. On vient d'en sortir un sur le changement climatique l'an dernier pour le Forum mondial de Corée de Daegu. Et ils sont tous faits pareil. C'est des exemples. Quelles leçons en tirer? Ils sont à votre disposition en français, en anglais, peut-être dans un certain nombre d'autres langues, avec nos amis de l'UNFCE. Utilisez-les, propagez-les, et peut-être qu'on en sortira, mais ne vous lassez jamais. Merci. On mettra le PowerPoint sur Internet. Vous pourrez en bénéficier quand même, parce qu'on a bossé pour le préparer, donc c'est dommage. Bon, je voudrais juste réagir à ce qu'a dit Pierre, à la fois pour dire que quand même, parfois, le cadre juridique est un bon driver. Les directives européennes n'ont pas, c'est un avantage sans doute qu'elles ont sur les textes onusiens, elles ont un côté contraignant. C'est-à-dire que les États membres ont des échéances et des objectifs à atteindre. Et une Cour européenne de justice qui peut condamner à la astreinte financière. La Commission européenne est là pour leur rappeler ce qui fait désordre politiquement et qui peut se traduire ensuite par des pénalités financières, ce qui est quand même... qui, pour la France, sont de l'ordre de 150 à 170 000 euros par jour. Ouais, ce qui finit par faire beaucoup. Bon, deuxième point, c'est qu'on a quand même, c'est dommage à dire, mais le changement climatique, avec ce qu'on a dit qu'il allait amener, c'est-à-dire plus d'inondations plus fortes, plus souvent, plus des sécheresses plus fortes et plus souvent, va être quand même un driver important pour amener des pays qui n'avaient pas forcément envie de mettre au pot leurs ressources en eau à s'entendre, que ce soit pour éliminer la crue ou pour conserver, garder, mieux répartir la pénurie. Et ça, malheureusement, c'est l'effet drame. Quand on est confronté à un problème et qu'on va taper dans le mur, on peut quand même appuyer sur le frein et essayer de tourner le volant. C'est quand même un driver important et je pense qu'à un moment ou à un autre, ça prévaudra. Le dernier point, c'est de dire que parfois les pays sont schizophrènes. C'est-à-dire que ce n'est pas la gestion par bassin qui leur pose problème, c'est la coopération avec leurs voisins. Tu parlais de la Chine, on pourrait parler dans la région de la Turquie, par exemple, ne serait-ce que, enfin, c'est quand même un bon exemple, qui ont adopté des politiques de bassin. C'est-à-dire que chez eux, ils ont des organismes de bassin, ils ont des plans de gestion, ils mettent en place l'ensemble des dispositifs qui sont très proches de ceux de la directive cadre européenne sur l'eau. Il y a juste quand on leur dit c'est pas tout ça, mais si vous l'appliquez aussi au bassin transfrontalier, qui dit ouais non mais ça c'est pour plus tard, on verra, etc. Hein, et alors pour peu qu'ils soient pays d'amont, ils ne sont vraiment pas pressés, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dans la description des pays signataires des conventions de l'ONU, on a souvent d'abord des pays d'aval qui aimeraient bien que le fait d'avoir signé puisse imposer aux pays d'amont de faire autre chose, ce qui est un bon, là aussi, une bonne pression diplomatique.